Sous le sol gelé de la région la plus septentrionale de Finlande repose une découverte dont le potentiel pourrait bouleverser le sort du monde, qu'il s'agisse d'énergie nucléaire ou de mobilité électrique. Ces minéraux donnent l'impression qu'un futur digne de science-fiction est à portée de main. Mais comme souvent, les choses ne sont pas si simples. Voyons pourquoi. Tout au nord de la carte s'étend la région nommée Laponie, un territoire qui ne serait, paraît-il, peuplé que d'adorables petits lapins gambadant gaiement en quête de carottes. Non, je plaisante. C'est un coin isolé et enneigé de la Finlande, où les rennes surpassent en nombre les humains. Là, le ciel nocturne s'embrase d'aurores boréales près de 200 fois par an. Et, soit dit en passant, le Père Noël y aurait élu domicile. En 1985, la Finlande a officiellement déclaré que Santa Claus résidait à Rovaniemi, une ville située juste au sud du cercle polaire arctique, en Laponie. On y a même bâti le village du Père Noël, où les visiteurs peuvent le rencontrer, franchir la ligne du cercle polaire et visiter son bureau de poste principal, lequel reçoit chaque année des centaines de milliers de lettres d'enfants venus du monde entier. Ainsi, cet endroit est bien plus connu pour l'atelier du Père Noël que pour ses découvertes scientifiques. Mais bien en dessous de la glace et des forêts de pins, se trouve le gisement de Sokli, un vaste site géologique étudié depuis des décennies. Il était réputé pour son fer et son phosphate. Le premier sert à fabriquer presque tout, tandis que le second devient le plus souvent un engrais destiné à nourrir la planète. Cependant, des analyses récentes ont révélé la présence d'éléments de terre rares, de niobium, ainsi que de traces de métaux radioactifs tels que le thorium et l'uranium. C'est la possibilité du thorium qui a suscité l'enthousiasme des médias. Ce métal naturellement présent dans la croûte terrestre est légèrement radioactif et bien plus répandu que l'uranium, environ 3 à 4 fois davantage. Les scientifiques s'y intéressent de près, car il pourrait être converti en combustible nucléaire avec un rendement énergétique colossal. Un simple fragment de thorium de la taille d'une balle de golf pourrait, en théorie, produire autant d'énergie que plusieurs tonnes de charbon. Il offre aussi plusieurs avantages essentiels. Les réacteurs au thorium produiraient bien moins de déchets, ce qui rendrait ce métal plus facile à confiner et plus sûr à employer. Il a d'ailleurs une particularité curieuse. Autrefois, on l'utilisait dans les manchons des anciennes lanternes à gaz, car il brillait sous l'effet de la chaleur. Et ce n'est pas tout. Le gisement de Sokli renferme d'autres minéraux rares, indispensables à la fabrication des aimants présents dans les éoliennes, les voitures électriques et même les téléphones. Avec un financement adéquat, ce site unique pourrait permettre à l'Europe de construire des milliers d'éoliennes ou d'alimenter des millions de batteries. Alors, la Finlande et le reste du monde ont-ils gagné à la loterie géologique? Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, les centrales nucléaires ne fonctionnent pas au thorium, mais à l'uranium, ce combustible fiable qui alimente les réacteurs depuis des décennies. Tout le système, de l'extraction à la conception des réacteurs jusqu'à la gestion des déchets, est fondé sur lui. L'uranium fournit déjà environ 10% de l'électricité mondiale. Dans certains pays, comme la France, il en est même la principale source. Il fonctionne, alimente des millions de foyers, et l'industrie en maîtrise parfaitement l'usage. Le thorium ne joue pas selon les mêmes règles. N'étant pas fissile, il ne peut pas se scinder et libérer de l'énergie par lui-même. En d'autres termes, il requiert une aide extérieure pour devenir utile. On ne peut pas simplement le glisser dans un réacteur classique en espérant qu'il se mette à fonctionner. Ce serait aussi absurde que de vouloir recharger une Tesla en y versant de l'essence. Exploiter le thorium impliquerait donc de concevoir des réacteurs d'un tout autre type, ainsi qu'un système capable de les soutenir. Une technologie encore expérimentale, coûteuse et loin d'être prête pour un usage à grande échelle. Ainsi, oui, le thorium de Sokli a de quoi impressionner. Il brille d'un éclat prometteur. Mais pour l'heure, il demeure enfoui en attente d'avancées technologiques et d'investissements futurs. Quant aux autres éléments de terre rares, le néodyme et le praséodyme, ils se révèlent peut-être difficiles à prononcer, mais se cachent désormais dans presque tout, des écouteurs aux puissants appareils IRM des hôpitaux. Ils actionnent les moteurs des véhicules électriques et permettent aux immenses éoliennes de tourner. En somme, ils sont devenus omniprésents. Et puis, il y a le niobium. Ce métal renforce l'acier. En y ajoutant une faible quantité, on obtient des alliages plus solides et plus légers, utilisés dans les ponts et même dans les fusées. Aujourd'hui, l'Europe en importe la quasi-totalité, essentiellement du Brésil. Si le site de Sokli était exploité,
la Finlande pourrait fournir au continent une source locale. Mais encore une fois, la situation est complexe. Comme on l'a mentionné, la Laponie est l'un des plus beaux territoires de la planète. C'est aussi l'un des derniers grands espaces sauvages d'Europe, où les forêts de pins s'étendent sur des kilomètres. L'extraction de ces matériaux aurait forcément des conséquences. Elle pourrait dégrader le paysage, mécontenter le Père Noël, ou fragiliser les écosystèmes arctiques. Après tout, il s'agit d'éléments radioactifs. Il ne s'agit toutefois pas que de nature. Les communautés autochtones samis vivent en Laponie et participent aux décisions prises sur leurs terres. La situation reste donc délicate et dépendra de recherches et de progrès technologiques. D'ici là, quels autres lieux sensibles pourraient renfermer du thorium? Le thorium, en réalité, n'est pas difficile à trouver. On en découvre dans les sables côtiers et les dépôts montagneux. Mais l'endroit le plus fascinant pour en extraire serait la Lune. Dans les années 1990, la sonde Lunar Prospector de la NASA a cartographié sa surface et repéré des zones riches en thorium. De quoi motiver les futures missions lunaires. D'autant que notre satellite abriterait aussi des éléments comme l'hélium-3, rarissime sur Terre. L'exploitation minière lunaire pourrait offrir une solution idéale. Les entreprises y feraient face à bien moins de concurrence, même si cela représenterait un défi colossal pour l'humanité. La Lune étant dépourvue d'atmosphère et exposée aux radiations comme aux écarts de température extrêmes. À voir si le jeu en vaut la chandelle. Entre-temps, revenons sur Terre pour une autre découverte, apparemment sans rapport. En explorant les grands fonds océaniques, des scientifiques ont récemment mis au jour quelque chose d'étonnant. Dans les plaines abyssales du Pacifique, ils ont trouvé des nodules polymétalliques, sortes d'amas de métal de la taille d'une pomme de terre, essentiels à la fabrication des batteries. Mais l'aspect le plus surprenant, c'est que ces nodules semblaient libérer de l'oxygène dans l'eau. Les chercheurs ont appelé ce phénomène l'oxygène noir. D'ordinaire, l'oxygène provient de la photosynthèse qui requiert la lumière du soleil pour atteindre les plantes, les algues ou les bactéries. Or, dans ces sombres profondeurs, aucune lumière ne parvient. L'hypothèse est que ces roches fonctionnent comme de minuscules batteries. Leur surface génère de faibles courants électriques capables de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. En somme, ces pierres respireraient de l'oxygène d'elles-mêmes, silencieusement. Si c'est avéré, cela pourrait transformer notre compréhension de la vie abyssale. Certaines créatures ne dépendraient plus seulement des évents hydrothermaux, ni de la matière tombée des hauteurs, mais recevraient un apport d'oxygène directement des roches. Les recherches en sont encore à leur début, et certains spécialistes estiment que cet oxygène pourrait être contaminé, ou présent en quantité négligeable. Mais s'il est bien réel, il signifierait que la vie des profondeurs dispose d'une source d'oxygène cachée, inconnue jusqu'ici. À la fois inquiétant, mystérieux et fascinant. Cette découverte soulève aussi des questions sur la vie ailleurs. Si les roches terrestres peuvent produire de l'oxygène dans l'obscurité, peut-être que les océans extraterrestres de Lune comme Europe ou Encelade en font autant. L'univers pourrait ainsi regorger de fabriques d'oxygène secrètes, prêtes à nous surprendre. Enfin, au-delà du thorium, la Finlande a récemment fait les gros titres avec une autre découverte géologique remarquable. Des chercheurs ont trouvé des cristaux de zircon charriés par les rivières. En les étudiant de près, ils ont remarqué que leur signature chimique différait des roches locales et provenait du Groenland. Cela suggère qu'une partie du socle scandinave pourrait en réalité venir de là. En termes simples, la Scandinavie se serait détachée du Groenland avant de dériver à travers l'océan. Il y a plusieurs milliards d'années. Ce lien inattendu rend le paysage nordique bien plus ancien et fascinant qu'on ne l'imaginait. Quant à savoir si le gisement de Sokli pourra un jour fournir une énergie presque infinie, nul ne peut encore le dire. Chaque jour apporte son lot de découvertes qui stimulent la réflexion et élargissent nos connaissances. Qui sait quelles technologies ou ressources cachées la prochaine décennie révélera? Sur ce, permettez-moi de vous quitter. Maintenant que je connais son adresse, je dois écrire une lettre au Père Noël. J'essaie toujours de quitter sa liste des vilains garçons. Petite question, combien de continents la Terre compte-t-elle réellement? 6, comme on l'enseigne généralement? Ou peut-être 5? Il n'existe pas de consensus. Selon les critères adoptés, les estimations oscillent entre 4 et 7. Or, certains chercheurs avancent désormais qu'un 8e continent aurait été récemment repéré,
située entre le Groenland et le Canada. Cette découverte pourrait également éclairer les mécanismes à l'origine des microcontinents. Que révèle cette trouvaille? Et pourquoi cette terre immergée retient-elle tant l'attention? Si vous raisonnez comme moi, auquel cas nous serions au moins deux, l'idée de continent évoque sans doute des étendues terrestres telles que l'Europe ou l'Afrique, des régions émergées et habitées. Pourtant, en sciences de la Terre, cette notion ne dépend nullement du niveau marin. Ce qui la fonde, c'est la nature même des roches. La croûte terrestre se divise en deux grandes catégories, la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte continentale est plus épaisse, moins dense et constituée de roches comme le granit, tandis que la croûte océanique est plus fine, plus lourde et formée principalement de basalte volcanique. La formation repérée sous le détroit de Davis, entre le Groenland et le Canada, semble correspondre à une portion de croûte continentale enfouie sous l'océan. Les scientifiques la qualifient de proto-microcontinent. Elle aurait commencé à se détacher d'une masse plus vaste, plusieurs millions d'années auparavant, sans jamais parachever sa séparation. Tandis que les plaques tectoniques se déformaient lentement, la croûte s'est fracturée. Un segment s'est mis à dériver, mais, pour une raison ou pour une autre, le processus s'est interrompu. Ce bloc n'a donc ni dérivé comme un continent à part entière, ni coulé comme l'aurait fait une croûte océanique. Il demeure sous les vagues, figé à mi-chemin. Cela le distingue des microcontinents à part entière, tels que la Zélandia, qui se sont totalement détachés et forment aujourd'hui des blocs tectoniques indépendants. Situé près de la Nouvelle-Zélande, la Zélandia est un microcontinent submergé dont environ 94% de la surface se trouve sous l'océan. Mais comme elle est constituée de croûte continentale, nombre de géologues estiment qu'elle mérite le statut de 8e continent terrestre. Pourtant, le cas de Zélandia reste controversé, car sa superficie semble trop vaste pour qu'on la considère comme un simple microcontinent, et il n'existe aucune instance internationale apte à trancher officiellement. Nul organisme équivalent à l'ONU ou à un Conseil géologique mondial ne peut décréter qu'il s'agit là d'un nouveau continent. À l'inverse de Zélandia, Madagascar, qui émerge entièrement au-dessus du niveau marin, constitue un exemple classique de microcontinent unanimement reconnu. Vous vous demandez sans doute, Madagascar n'est-elle pas simplement une île? La vérité, c'est qu'elle est les deux. Elle constitue la 4e plus grande île du globe, entièrement entourée d'eau. Pourtant, sur le plan géologique, elle est considérée comme un microcontinent. Détachée du supercontinent de Gondwana, il y a environ 88 millions d'années, elle est composée de croûte continentale et non océanique. Contrairement aux îles volcaniques, telles qu'Hawaï, formées par la lave, Madagascar est un fragment ancien de croûte continentale. Elle réunit donc les deux critères, île géographique et microcontinent géologique. Et c'est précisément ce qui rend ces découvertes captivantes. À l'image de Madagascar qui s'élève au-dessus des flots, cette nouvelle terre cachée sous le détroit de Davis se démarque sous la mer grâce à sa structure étonnamment atypique. Ce qui la rend singulière, c'est son exceptionnelle épaisseur. Là où la majorité du plancher océanique est fine comme du métal, cette formation s'apparente plutôt à une couche dense d'argile mêlée à des éléments continentaux. Sous cette couche protectrice, semblable à une couette épaisse, les chercheurs ont mis au jour d'étranges strates rocheuses, intrigantes car elles ne devraient pas se trouver à cet endroit. Ces formations ressemblent davantage à celles qu'on rencontre sur les continents qu'à celles observées dans les fonds marins. On y décèle des signes de structure proches du granit et des propriétés magnétiques particulières, ce qui suggère une parenté frappante avec les matériaux typiques de la terre ferme. Ces dimensions aussi sont frappantes. Ce proto-microcontinent mesure entre 19 et 24 km de large, soit à peu près la superficie d'une ville moyenne. Imaginez Manhattan, mais à près de 2000 mètres sous la mer. Le fait qu'il repose directement sous le détroit de Davis, l'un des plus vastes passages océaniques au monde. En fait, l'un des fragments de croûte continentale immergés les plus étendus découverts jusqu'ici. D'après les scientifiques, cette masse terrestre aurait commencé à se former entre 58 et 49 millions d'années auparavant, alors que le Groenland et le Canada dérivaient lentement l'un de l'autre. Peut-être avait-il simplement besoin de souffler. Ça arrive à tout le monde. En s'éloignant, la croûte sous le détroit de Davis s'est étirée, provoquant le déplacement d'une faille majeure. Mais la séparation resta inachevée. Il y a environ 48 millions d'années, le processus de création de failles s'est interrompu et le Groenland a brusquement ralenti son éloignement lorsqu'il est venu heurter l'île d'Ellesmere. C'est un peu comme si un véhicule se déportait sur l'autoroute avant de revenir sur sa voie, sans jamais achever sa sortie. C'est exactement ce qui s'est produit. Une portion de terre s'est retrouvée prise au piège entre deux mouvements tectoniques. Elle n'a pas dérivé pour former de nouveaux continents, ni été aspirée vers les profondeurs. Elle est simplement demeurée sur place, prisonnière des eaux.
Mais ça ne s'arrête pas là. Ce fragment de croûte terrestre possède son propre réseau de failles. Selon les chercheurs, il rappelle à petite échelle la célèbre faille de San Andreas en Californie. Une faille est une fracture dans la croûte terrestre, où des masses rocheuses glissent les unes contre les autres. On peut l'imaginer comme une zone où la surface terrestre s'est fendue en essayant de glisser sur le côté. En Californie, ce déplacement est toujours en cours, provoquant parfois des séismes. Mais sous le détroit de Davis, le scénario est différent. Le mouvement a commencé, puis s'est brusquement figé, comme si l'on avait suspendu le temps au cœur d'un bouleversement géologique. Il s'agit là d'un instant figé dans l'histoire de la Terre, conservé intact sous les flots. Pour les géologues, cela confère une importance capitale au microcontinent du détroit de Davis. Cette immobilisation soudaine permet de mieux comprendre pourquoi certains fragments de croûte se détachent aisément, tandis que d'autres se déforment, s'arrêtent ou disparaissent. Et cela ne concerne pas que la recherche théorique. En étudiant ces processus, les scientifiques peuvent mieux anticiper les futurs mouvements terrestres, l'évolution des failles, ainsi que les risques sismiques à venir, ce qui pourrait s'avérer utile à tous. Comprendre comment naissent les microcontinents pourrait nous aider à prévoir les grandes transformations de la surface terrestre sur plusieurs millions d'années, avec des répercussions allant des modèles climatiques à la répartition des ressources. Mais au-delà de ces enjeux, les progrès techniques nécessaires à de telles découvertes représentent déjà une avancée majeure. Les outils utilisés pour cartographier ce territoire englouti servent également à l'exploration pétrolière, à la pose de câbles sous-marins, au suivi climatique ou encore aux opérations de secours. Pendant longtemps, cette terre dissimulée près du Groenland est demeurée invisible. Il y a à peine une quinzaine d'années, les profondeurs du détroit de Davis restaient largement méconnues. Froides, profondes et inhospitalières, elles figuraient parmi les zones les plus difficiles à sonder. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, la découverte de ce continent englouti semble imminente. Les scientifiques sont enfin en mesure de voir et d'entendre ce qui se passe sous ces eaux glacées. Pour cela, ils ont d'abord recours à l'imagerie par réflexion sismique, une technique consistant à envoyer des ondes sonores vers le fond marin, puis à enregistrer les échos renvoyés. Chaque couche rocheuse réagit différemment, ce qui permet de reconstituer une image souterraine. Le principe s'apparente à celui des chauves-souris, qui se déplacent dans l'obscurité grâce aux échos. Les satellites ont aussi leur rôle à jouer. Ils collectent des données gravitationnelles. Cela peut sembler étonnant, mais les roches, selon leur nature, n'ont pas toutes la même densité. Les plus massives exercent une attraction plus forte, que les satellites savent détecter avec une grande précision. Autre outil essentiel, les capteurs sous-marins. Posés au fond de l'océan, ils écoutent dans les vibrations naturelles, comme les secousses sismiques ou les déplacements de roches. Ces signaux aident les chercheurs à évaluer la composition de la croûte terrestre ainsi que son épaisseur. On les compare volontiers à des oreilles immergées, attentives à chaque frémissement des profondeurs. Il est très probable que des véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, aient aussi été employés. Ces robots sont capables de cartographier le relief sous-marin avec une précision remarquable, même sous une épaisse couche de glace. L'enthousiasme des chercheurs est palpable, car l'enjeu dépasse la simple découverte géologique. Ce territoire inconnu constitue un véritable laboratoire naturel. L'analyse du microcontinent du détroit de Davis constitue une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui président à la formation, à l'évolution, voire à l'incomplète séparation des microcontinents. Elle rappelle aussi que la croûte terrestre n'est pas aussi nettement divisée qu'on le croyait. Sous l'océan, d'autres terres cachées, près du Groenland ou ailleurs, pourraient exister des quasi-continents attendant d'être découverts. Ce continent englouti, qui n'a peut-être jamais accédé au statut de continent véritable, modifie néanmoins notre perception des dynamiques tectoniques. Grâce aux technologies de pointe désormais disponibles, des régions jadis négligées livrent de peu à peu des indices sur les âges anciens de la Terre, et peut-être aussi sur ce que nous réserve son avenir.